L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute de l'invité, ce dimanche, pour commenter l'actualité politique, je reçois pour vous Jacques Migan, qui est ancien bâtonnier, acteur politique. Il est membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Avec lui, nous parlerons de la démission du ministre Oswald Omeki, qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous parlerons également de la nomination de nouveaux patrons à la tête des sports au Bénin. Nous parlerons des suscitations de candidatures qui vont bon train au profit d'Olivier Bokor. Nous parlerons également de la destruction du siège de l'Assemblée nationale, lequel bâtiment est qualifié de musée de la corruption au Bénin. Nous en parlerons au cours de cette émission. Et si le temps nous le permet, j'essaierai d'obtenir pour vous, à votre profit bien évidemment, un petit commentaire sur la crise qui secoue la République du Niger. Bonjour à vous, Jacques Migan. Bonjour, monsieur Kader. Merci d'être toujours disponible chaque fois qu'on fait appel. Écoutez, c'est toujours un plaisir de partager avec les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de réagir aux préoccupations, à l'actualité. C'est toujours un plaisir de réagir par rapport à l'actualité. Et aujourd'hui au Bénin, l'actualité, c'est la démission du ministre Oswald Omeki. Une démission qui a surpris plus d'un. Est-ce qu'elle vous a surpris aussi? Mais écoutez, un ministre, une fois qu'il a été nommé, il doit s'attendre un jour à quitter le gouvernement. Mais est-ce que vous avez été surpris qu'il démissionne? Que Patrice Talon dise qu'il le remplace, d'accord, mais est-ce que vous avez été surpris qu'il démissionne? Mais écoutez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, monsieur Kader. Je me souviens de cette phrase du ministre Jean-Pierre Chevènement qui était dans le gouvernement du président François Mitterrand. Et il était ministre en charge de la recherche scientifique. Et quand ça n'allait pas avec les points de vue du gouvernement, il avait quitté le gouvernement. Et sa phrase célèbre qui est restée encore, un ministre, ça ferme sa gueule, un ministre, ça démissionne. Ça ferme sa gueule s'il n'est pas d'avis avec le gouvernement. Il quitte ou il reste. Il reste, et je crois que nous pourrions coller ça au ministre Dato. Je n'ai pas eu toutes les informations concernant sa démission. Mais en écoutant... Omeki, pardon, Omeki, excusez-moi. Voilà. Omeki. Et puis ce Dato l'a remplacé. Mais quand on écoute le porte-parole du gouvernement, il a expliqué un tout petit peu les raisons qui ont conduit à la démission du ministre Omeki. Et c'est là où je dis, vous me posez la question, si je suis surpris. Non, je ne peux pas être surpris s'il se confirme que sa démission est vue comme des reproches qui lui auraient été faits parce qu'il aurait fait des déclarations
Vous voyez, je suis en train d'hésiter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tous les éléments, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas discuté avec lui. Donc je pars de ce que les uns ou les autres ont dit concernant les raisons qui ont conduit à la démission du ministre Romeki. Alors lorsqu'on parle de raisons qui ont conduit à cette démission-là, est-ce que les propos tenus par le ministre démissionnaire à des professionnels médias qui ont été relayés, est-ce que ces propos-là mettent à mal la réforme du système partisan, selon vous? Vous savez, je vais vous dire, je continue à dire que nous avions très bien fait d'aller à ces réformes du système partisan. Et c'est une grande victoire dans notre pays en ce qui concerne le système, la réforme du système partisan. Et la réforme a déjà fait ses preuves. Avec cette réforme, nous avions eu à organiser plusieurs élections communales et municipales, législatives et les élections présidentielles. Et bientôt, en 2026, avec toujours cette réforme, nous aurons les élections générales de janvier 2026 en ce qui concerne les élections législatives, les élections communales et municipales, et puis un peu plus tard, les élections présidentielles. Je crois que le Bénin, qui a toujours innové sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan des réformes, fera tache d'huile. Parce qu'on ne peut pas concevoir dans un pays cette multitude de partis politiques, où on crée un parti politique qui n'a de siège ou du moins de militants qu'une famille, qu'un quartier, qu'un village. Ce n'est pas possible. Et je me réjouis. Et nous devrions aujourd'hui accompagner cette réforme extraordinaire. Alors, d'où la réponse à votre préoccupation. On ne va pas à suscitation de candidature lorsqu'on a opté pour la réforme du système partisan. Lorsqu'on a opté pour le parrainage, c'est les partis qui décident. Et il revient surtout aux membres du gouvernement de jouer cette partition, d'accompagner cette réforme. Alors, quand j'entends certains dire « je suscite la candidature », c'est vrai, le Code ne l'interdit pas. Le Code n'a rien dit relativement à la suscitation de candidature, mais plutôt la déclaration de candidature par les partis politiques. Donc, il faudrait que nous sachions que la suscitation, c'était avant la réforme. La déclaration, c'est à partir du système partisan et dans le code électoral, nous avons tout ce qui est prévu pour aller à déclaration. Là où je me tonne d'entendre un ministre du gouvernement susciter une candidature, alors que ce ministre du gouvernement est membre d'un parti politique. Est-ce que ces propos-là peuvent être qualifiés de suscitation ou c'était juste une opinion, une analyse se basant sur des éléments d'appréciation? Mais écoutez, on peut voir cela soit comme suscitation, soit comme accompagnant, soutenant une suscitation qui serait faite par d'autres personnes. Ce qui est sûr... Dire que quelqu'un serait le mieux qualifié ne veut pas dire qu'on donne son approbation pour cette personne. Je vous dis quelque chose. Oui. Si tel est le cas, mais qu'il réserve sa réponse à son parti politique. Il fait partie d'un parti politique. Il est membre d'un parti politique. Il ne lui revient pas, non seulement publiquement, mais en tant que ministre du gouvernement, d'aller à de tels propos. C'est inadmissible. Permettez-moi de vous le dire. Que ça vienne encore de béninois lambda, de militants lambda, cela peut se comprendre. Écoutez, quand vous tenez compte de ces casquettes, il est d'une part ministre d'un gouvernement qui a œuvré pour que nous puissions avoir ce système. Donc, sa préoccupation, c'est de l'encourager. Deuxièmement, il est membre d'un parti politique et il a été présenté par ce parti politique pour aller aux élections législatives du 8 janvier 2023 dernier. Alors, il ne peut point se concevoir, on ne peut pas comprendre qu'un ministre du gouvernement puisse sortir pour soutenir, si vous voulez que nous entrions dans le cadre du soutien, je crois que c'est osé. Et c'est comme si il ne partage pas. Il ne partage pas les points de vue du gouvernement, il n'accepte pas cette réforme. C'est-à-dire on peut l'interpréter sous plusieurs angles. Jacques Miquon, je ne vous coupe pas dans votre
argumentaire, mais est-ce à dire que la réforme du système partisan muselle les acteurs politiques? Est-ce qu'au nom de cette réforme du système partisan, puisqu'on sait que dans un parti politique, il y a plusieurs courants, est-ce qu'au nom de cette réforme du système partisan, les acteurs politiques ne sont plus à même d'exprimer leur opinion? Mais bien entendu, je viens de vous le dire à l'instant, qu'il y a un cadre qui est réservé pour ça. Mais c'est le parti politique. Si vous n'êtes pas d'accord avec les orientations d'un parti politique, mais on sait comment cela se passe. Soit au cours des réunions qui se tiennent sur le plan des bureaux politiques, de telle instance du parti politique, libre à vous d'exprimer vos points de vue. Mais sortir de ce cadre pour dire que je ne suis pas d'accord ou je soutiens X, Y, Z, alors que le parti n'a même pas encore abordé ce sujet. Et puis, je vais vous dire quelque chose que je n'arrive même pas à comprendre. Il est dans un gouvernement, M. Khomeki, et il a contribué et contribuait à toutes les réformes du président Patrice Talon, les actions du président Patrice Talon, les réalisations du président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement. Est-ce qu'il n'aurait point été judicieux qu'il crée les conditions pour que tout cela qui suscite une candidature aille plutôt pour vulgariser les actions, les réalisations, les réformes du président Patrice Talon? C'est le moment de le faire. Nous sommes à 2 ans et demi. Nous avions vécu tout ce que le président Patrice Talon et son gouvernement ont réalisé pendant son premier quinquennat. Il en faisait partie. Il a été un acteur, je ne sais pas moi, formidable de ce premier quinquennat. Il était là, hier, en 2016, avant 2016, avant que Patrice Talon ne soit en responsabilité. Il doit vendre ses produits, il doit vendre cela. Mais je suis surpris que les uns les autres qui suscitent des candidatures ne pensent pas à ça. Alors que c'est le bon moment, à travers l'animation de la vie politique, d'aller... Chacun définit ses objectifs à lui, politiques. Ceux qui suscitent des candidatures, c'est parce qu'ils ont intérêt à susciter une candidature. Alors, les partis politiques de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, peuvent également aller sur le terrain, avec les moyens de l'État qu'ils ont à leur disposition, faire la vulgarisation de ces actions-là, des actions du gouvernement qu'ils soutiennent. Mais écoutez, si vous n'êtes pas d'un parti politique, c'est votre droit le plus absolu de faire ce que vous voulez, tout en respectant la légalité de ce qui est. Mais quand vous faites partie d'un parti politique, il y a un cadre réservé. Nous ne sommes même pas encore au stade de la suscitation de candidatures. Je viens de vous dire... Mais à vous entendre, on a comme l'impression que vous avez une dent contre ceux qui suscitent une candidature. N'est-ce pas légitime ou y a-t-il, j'allais dire, un caractère illégal de susciter une candidature? Ceux qui, à travers des villes, les contrées du Bénin, disent qu'il est temps pour eux de susciter une candidature, tiennent compte d'un projet politique, se basent sur un programme politique. Alors, Monsieur Kader, le mal? Je viens de vous dire que vous soyez un citoyen béninois, que vous leviez pour susciter une candidature, c'est votre droit. Mais quand vous êtes membre d'un parti politique, je dis bien qu'il y a un cadre réservé pour ce faire, d'une part, et d'autre part, le moment n'est pas venu pour qu'on rentre dans ce domaine de la suscitation. Quel est le moment selon vous? Le moment, c'est quand le parti l'aurait décidé. Et nous sommes à 2 ans et demi. L'action qui doit être menée à ce jour, c'est créer les conditions dans le cadre de l'animation. Avant 2016, Oui. sous le régime de notre président Boni Yayi, on a vu des personnes à 3 ans, de 2016 à 2013, agiter leur candidature, faire le tour du pays pour dire qu'ils voudraient être candidats. Mais ça n'a pas empêché qu'en 2016, les Béninois fassent leur choix. Alors, mais je vous comprends aisément, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez dit avant 2016. Nous sommes en 2023. Entre-temps, il y a eu des réformes. La réforme du système partisan est passée par là. Et il faut en tenir compte. Soit nous croyons en cette réforme et nous la respectons pour qu'elle puisse se renforcer, ce système partisan qui existe aujourd'hui chez nous et qui fera des émules un peu partout sur le plan régional. Alors c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Nous avons l'impression de faire manque d'amnésie. Avant 2016, comme vous l'aviez dit à juste titre, je suis d'accord avec vous,
On n'avait pas ce système, on n'avait pas le problème de parrainage. Vous pouvez susciter des candidatures si vous avez les moyens, mais vous faites ce que vous voulez. On a connu des candidats 5 ans avant 2016 étaient déjà en campagne. Et je ne vais pas vous citer des cas, mais qui déjà parcouraient le Bénin du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour dire que 2016, 5 ans avant 2016, je serai candidat. Mais qu'est-ce que vous voulez? On les a laissés faire. On a vu comment ça s'est passé. Je ne vais pas vous donner de nom. Mais ce sont les moyens. Ce sont les moyens eux-mêmes. C'est leur énergie. C'est leur énergie, c'est leurs moyens. Absolument. Leur argent. Donc, mais aujourd'hui, s'ils en ont et qu'ils veulent échanger avec les populations. C'est normal. Puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On créait un mouvement. Qui avait comme militants les membres d'une famille ou d'un quartier ou d'un village. Mais aujourd'hui, on vous parle de parti. Et le parti politique, mais écoutez, quand on a procédé à la réforme du système partisan, véritablement, vous avez vu ce que ça a donné. Nous avons d'une part, le premier parti, il faut être honnête, le reconnaître, c'est l'UPR, le renouveau. Nous avons le bloc républicain, nous avons les démocrates, nous avons Face Corico, un Bénin émergent. Est-ce qu'on en a des masses aujourd'hui comme c'était le cas hier? C'est en l'honneur du pays. Il faut remercier le gouvernement, il faut remercier son président qui ont œuvré pour que nous arrivions à ce système partisan. Et moi, je crois que nous devons réellement créer les conditions pour que le système partisan aille encore plus loin. Alors on vous voit si bien défendre la réforme du système partisan. Vous êtes très fier d'ailleurs. Vous appelez à la pérennisation de ces acquis. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous ne voyez pas en même temps une antinomie? Lorsqu'on voit que pour la plupart du temps, lorsque le chef d'État veut choisir des collaborateurs, il n'y a pas véritablement de choix dans le rang de ces acteurs politiques. Il y a des cadres que nous voyons un peu sur les plateaux, sur les ondes, que nous avons vus depuis 2018 à l'actif, qui ont été de grands artisans de la concrétisation de cet idéal, de cette réforme-là, et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont même pas eu, j'allais dire, une récompense politique, si on peut le dire ainsi. Alors, la réforme du système partisan, selon vous, comment vous la concevez? Est-ce une réforme qui est conçue pour que l'on reste au sein des formations politiques en attendant les orientations des patrons du parti, si on peut le dire ainsi? Écoutez, ce que vous dites, je l'ai tout le temps entendu. On doit satisfaire ceux qui ont soutenu l'élection de Ince. Mais Ince qui a été élu, je prends le cas du président Patrice Talon, c'est lui qui l'a élu. Il a été élu en 2016, ensuite en 2021. Les résultats, c'est lui. C'est à lui, à travers le programme qu'il a établi avec les partis politiques qui l'ont soutenu, c'est lui qui doit être au rendez-vous en nous disant aux Béninois, voilà ce que j'ai fait. Et pour y arriver, il est, c'est vrai, obligé de composer avec ceux qui l'ont accompagné, mais il est tenu également de prendre en compte, en ce qui concerne certains ministères, les compétences qu'il faut. Ça se justifie en termes de compétences. Je vous donne un cas. Il y a quelqu'un que je connais. Est-ce que vous avez dit que dans vos formations politiques, là, que ce soit le Renouveau, le Bloc républicain, il n'y a pas de compétences? Mais non seulement nous avons de compétences, mais je viens de vous dire qu'il revient au chef de l'État lorsqu'il a la compétence, lorsque l'intéressé est béninois, ou même quand il ne serait pas béninois, s'il peut faire la mission qui a été confiée au président Patrice Talon, mais pourquoi ne pas faire appel à celui-là? Les partis politiques ont leurs membres au gouvernement. Je prends le cas de mon parti. Mais nous en avons au gouvernement, dont le numéro 2, le président Biotchane. Mais il est de mon parti politique. Un excellent ministre. Une compétence avérée. Mais on ne va pas dire que on n'a pas choisi dans le bloc républicain. On ne va pas non plus dire qu'on mettait dans tout le gouvernement. Le ministre Abité était déjà au gouvernement avant la constitution du bloc républicain. Avant la constitution du bloc républicain. Mais si sa compétence se confirme, le président de la République apprécie ce que fait le président Biotchane, mais c'est normal qu'il continue à l'avoir à ses côtés. Nous avons le ministre Dambi, une autre compétence qui est de mon parti politique. Nous avons Mme Zoumarou. Nous en avons des compétences qui sont au gouvernement. Il faut le reconnaître.
On en avait d'autres, mais malheureusement, qui sont partis. Et le ministre Abimbola, il était avec nous. Donc, il est parti, il a rejoint pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, un autre parti. Et écoutez, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème, c'est quel résultat présentera le président Patrice Talon au soir de son mandat. C'est lui, le président que nous avions élu, que le peuple a élu. Donc, c'est à lui de faire avec. Le choix lui revient. Moi, je ne vous le cache pas. Quand vous tenez, je prends le ministre de la Justice, le ministre Yvon Deschenaux, mais c'est une compétence. Je ne sais pas de quel parti il est, mais je sais que c'est l'homme qui ferait les réformes. Il est vraiment compétent pour accompagner le gouvernement dans les réformes de la justice. Je le connais personnellement. Je sais ce qu'il vaut. Ce qu'il a fait, non seulement pour le barreau béninois, pour les barreaux de la sous-région, c'est une compétence. Et quand il a été nommé, honnêtement, je ne vous le cache pas, je n'ai pas cherché à savoir s'il est au Bloc républicain, s'il est à l'UPR, s'il est dans tel parti. J'ai vu la compétence de l'homme qu'il faut là pour accomplir cette mission aujourd'hui. Donc, moi, je raisonne en termes des résultats qui sont attendus pour le président qui va brandir demain au peuple béninois la mission que vous m'aviez confiée. Voilà les résultats. C'est de cette manière qu'il faut voir les choses. Mais nous avions eu d'autres ministres. Quand vous prenez un exemple, le ministre Oussou, il était dans quel parti politique lorsqu'il a rejoint le président, lorsqu'il a été appelé pour être le ministre en charge de l'énergie et des mines au départ. Mais dans aucun parti politique. On est parti le chercher parce que c'était une compétence. On n'était pas parti le chercher parce qu'il est un homme politique. Et Patrice Talon ne s'est pas arrêté là. Il y en a eu d'autres. Alors, que faites-vous du personnel politique alors, qui est consulté, dont les ministres eux-mêmes ont besoin pour jouir ou asseoir une légitimité populaire? Que faites-vous de ce personnel politique qui, durant les élections communales, les élections législatives, la présidentielle, si on peut le dire ainsi, vont sur le terrain, mobilisent à votre profit? Mais écoutez, ils sont qui? Ils sont députés, ils sont conseillers, ils sont personnalités. Est-ce qu'on a besoin d'être nécessairement ministre pour aller sur le terrain, pour convaincre? Non. Mais en fait d'être ministre, il y a encore d'autres postes. Écoutez, on se focalise sur le poste de ministre. Jacques Menga est ministre, et pourtant, Jacques Menga est sur le terrain. Le problème ne se situe pas à ce niveau, il se situe au niveau de la conviction, au niveau de comment accompagner le gouvernement pour qu'il réussisse la mission que nous lui avons confiée. Et c'est en seulement qu'il faut voir les choses. Mais vous avez, ils sont députés, mais être député, c'est important. C'est un mandat de 5 ans aujourd'hui. Alors que être ministre, à tout moment, vous pouvez quitter. Vous êtes ministre de tel ministère, comme ça a été le cas en ce qui concerne M. Romeki pour le deuxième mandat du président Patrice Talon, mais il est parti. S'il était député, allait-on lui demander de quitter? Non. Non. On lui a demandé de quitter? Je n'en sais rien. Je vous donne cet exemple. Ce que je voulais vous dire par là, mais vos responsabilités, quel que soit là où vous êtes, c'est-à-dire, c'est à travers ce que vous apportez à ce pays et à travers votre parti politique. Vous pensez que moi, je vais vous dire la vérité, mais j'ai vraiment de considération pour les ministres, je les respecte, mais j'ai aussi beaucoup de respect, de considération pour les députés, les honorables. Est-ce que vous imaginez le travail formidable qu'ils font? Mais c'est des gens qui sont tout le temps sur le terrain. Et j'aurais préféré même que certains demeurent députés plutôt que de chercher le poste de ministre. Ils sont beaucoup plus efficaces, à mon avis, en ce qui concerne le parti politique, sur le terrain, que dans le gouvernement. Le gouvernement, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont 109 à l'Assemblée nationale. Et c'est le peuple qui les désigne. Alors qu'au gouvernement, c'est un homme qui les désigne. Et ils ne sont pas légion, ils ne sont pas nombreux. Alors, le choix est vite fait. Et un. Et deux, maintenant, le temps. Qui est maître du temps? C'est vrai que c'est Dieu. Mais quand vous êtes député, vous savez que vous êtes là pour 5 ans. Mais quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas maître de votre mandat. À tout moment, l'homme président, l'élu
du peuple, il peut vous dire, il peut mettre fin à votre mandat. Alors, vous ne dépendez pas de vous-même, vous dépendez de lui. Puisque c'est lui que l'autorité, c'est-à-dire le peuple, a donné le pouvoir de faire et de défaire. alors Jacques Mégan, lorsqu'on y voit de près, les propos tenus par le ministre Azado Meki qui sont objets de polémiques et de controverses, qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, je ne pense vraiment, je vais vous dire quelque chose. Je voulais dire, résumer, à la phrase de Jean-Pierre Chevènement, ce ministre français qui a eu à dire, un ministre, ça ferme sa gueule, soit ça ferme sa gueule, soit ça démissionne. Mais c'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec les objectifs du gouvernement dans lequel vous êtes, mais vous quittez les lieux. Et moi, je le regrette parce que je continue à dire, monsieur Kader, que ce ministre, il est l'homme qui connaît mieux les réalisations, les réformes, les réalisations du président Patrice Talon. Je crois que, au lieu de prôner, ou du moins d'aller à soutien à ceux qui soutiennent une candidature, il ferait mieux de demander à ceux-là de soutenir, de vulgariser les actions, les réalisations et les réformes du président Patrice Talon. Surtout la réforme dont s'agit, la réforme du système partisan. Mais c'est une grande réforme. C'est une grande réforme. Et les années à venir, nous allons encore voir ce que ça va devenir au niveau de notre pays, de la nation. On arrivera avec le temps, je vous le dis, à deux partis politiques. Ça ne veut pas dire que le multipartisme serait interdit, non. Mais les uns et les autres verront la nécessité de se mettre ensemble pour aller dans telle ou telle direction. Quand vous observez aujourd'hui le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, mais ils regardent ces deux partis dans la même direction. Nous avons presque les mêmes objectifs, c'est-à-dire la réussite du mandat du président Patrice Talon, puisque nous participons à cela, nous contribuons à cela. Alors, il faudrait que nous trouvions nécessairement des passerelles qui nous permettraient, au fil du temps, au fil des ans, aller à cette union de ces deux partis. Ça viendra avec le temps. Donc vous souhaitez que l'EP, le Renouveau, le Bloc républicain fusionnent? Je vous dis, dans le temps, cela finira par se faire, puisque nous regardons dans la même direction. Nous avons les mêmes objectifs. Nous soutenons la même personne. Et nous avions besoin l'un de l'autre. Et nous, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand moi je vois un homme du Bloc républicain faire, ou un homme de l'Union progressive, le Renouveau faire, je vous le dis honnêtement, je me dis, mais pourquoi ne pas aussi emprunter cette voie? Je vous donne un exemple. Hier, c'était eux qui étaient sur le terrain de la remobilisation. Aujourd'hui, c'est nous. Et donc, si vous voyez, nous allons toujours vers les mêmes. Je dis les mêmes citoyens. Donc, pour qui? Mais dans l'intérêt de la mouvance présidentielle. Quand l'UP va sur le terrain, c'est dans l'intérêt de la mouvance présidentielle. C'est vrai que c'est aussi pour préparer les élections, pour que l'UP, le Renouveau, soit à la tête. Mais nous aussi, nous allons sur le terrain pour que nous soyons à la tête, c'est-à-dire la tête de la mouvance. C'est tout. Ce sont de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Mais chacun va prouver qu'il est le meilleur élève du patron. Si vous voulez. Mais je sais que, moi je sais, ça je ne vous le cache pas, si nous faisons ce que je suis en train de voir, je vous l'avoue, le Bloc républicain va damer prochainement, en janvier 2026, le pion à son frère de la mouvance. Parce que nous faisons tout pour que nous soyons le premier parti de la mouvance présidentielle. Et nous en avons les moyens. Surtout quand je vois ce que nous avions réalisé le 9 septembre dernier dans le cadre de notre congrès extraordinaire, je vous avoue, on va en rang serré pour gagner. Et nous allons gagner surtout avec les hommes que j'ai vus à la tête de ce parti. Ils sont requinqués, pour le dire. Ils sont vraiment motivés. Et j'espère et je le souhaite, si nous vraiment créons cette ambiance que je vois, qui a commencé, nous avons de fortes chances de prendre cette place à l'UP Le Renouveau. De prendre cette place à l'UP Le Renouveau. Alors, quelle est votre opinion sur les appels à suscitation de candidature au profit d'Olivier Bokor? Que pensez-vous de ceux qui pensent qu'Olivier Bokor
pourrait être la personne idéale pour assurer la relève en 2026, puisque après 2026, constitutionnellement, Patrice Talon ne pourra plus être candidat. En tout cas, si la Constitution reste en l'état. Je vais vous dire, Monsieur Kader, je suis un légaliste. Et je fonctionne par rapport à ce que la loi a prévu. Nous avons une loi, nous avons un code. À partir de ces articles, si mes souvenirs sont bons, 39 et suivants. Le problème se situe au niveau de la déclaration. Il n'a jamais été question de suscitation. Donc, que ce soit Olivier Bocco, que ce soit M. Wadaï, que ce soit M. Kassa, que ce soit M. Jacques Migan, encore que Jacques Migan ne remplit plus les conditions, le problème ne se situe pas à ce niveau. Nous avons ce que la loi a prévu. Pourquoi nous ne voulons pas dans ce pays respecter un tant soit peu la loi? Pourquoi nous voulions faire... Oui, il y a ce que la loi prévoit, il y a ce que la loi a prévu, et il y a également ce que pensent les humains. Mais ce que pensent les humains, si ces humains sont... Je dis une bêtise, par exemple. Certains peuvent dire que Boni Aye serait un très bon président de 2006, mais la loi prévoit qu'il ne peut plus revenir au pouvoir. Il serait un bon président, je n'ai pas bien entendu. Certaines personnes pourraient penser et dire que Boni Aye serait bien un bon président pour 2006. Est-ce qu'ils pensent pour 2026. Mais la loi l'interdit. Il ne peut plus être candidat en 2026. Monsieur Kader, vous venez de répondre à vous-même à la question. Mais qu'est-ce que vous pensez? Mais vous venez de dire qu'il ne peut plus. Voilà, pourquoi il ne peut plus? Parce que la loi ne lui permet pas. La loi ne le permet plus. Alors, vous avez fait référence à quoi? À la loi. À la loi. Alors, respectons cette loi. Mais qu'est-ce que vous pensez? Ce que je pense, c'est de respecter cette loi. Comme vous venez de le dire, la loi le lui interdit au président Boni Aye. La loi interdit permet d'aller à déclaration de candidature. De susciter la candidature de quelqu'un. La loi n'a jamais dit ça. Mais je dis encore, si vous êtes dans un parti politique, je dis bien si vous êtes dans un parti politique, je prie les uns les autres de rester dans le cadre du parti politique. Vous pouvez avoir des courants, pourquoi pas? Mais ces courants que vous avez, les réflexions que vous mènerez, les analyses que vous ferez, il faudrait les réserver aux partis politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que la façon dont vous gérez les choses de cette façon, déjà on attend au niveau des partis politiques qu'il y aura des sanctions à l'encontre de ceux qui appellent la suscitation, est-ce que vous ne craignez pas une implosion à l'avenir? Pourquoi une implosion? Quand on croit à un parti, on agit dans l'intérêt du parti. Pourquoi une explosion? Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. La victoire d'un parti politique, c'est quand on est discipliné dans un premier temps. Il faudrait que vous teniez compte. En adhérant, c'est parce que vous avez accepté et les statuts et le règlement intérieur du parti. Si vous n'acceptez pas, si vous n'avez même pas besoin d'aller à, on n'a même pas besoin d'aller à sanction. Pourquoi voulez-vous qu'on ait à sanction? En adhérant, ça veut dire que vous aviez opté pour le respect scrupuleux des statuts et du règlement intérieur du parti politique. Alors, je dis bien, je répète encore, si vous acceptez d'entrer ou d'adhérer, c'est parce que vous croyez en ce parti. Et en croyant en ce parti, ce choix que vous avez fait, le choix, c'est aussi le choix de ses statuts, le choix de son règlement intérieur. Mais si vous refusez, mais vous avez déjà fait le choix de la sanction vous-même. L'essence de la réforme du système partisan, elle est salvatrice, avouons-le. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que la majorité, la grande majorité des acteurs politiques ne sont pas en phase avec l'idéal que porte cette réforme-là? C'est vous qui le dites. Ce n'est pas ce que je vois, ce que j'entends. Non, le constat dont vous parlez. Un constat sur le terrain. Mais je vous dis que ce constat a été démontré, M. Kader, en 2020, lors des élections communales et élections municipales. En 2021, pour les élections, je dirais, législatives, les élections toujours en 2021 pour les élections présidentielles et en 2023, le 8 janvier dernier pour les élections et encore communales et les élections législatives. Alors, est-ce que vous allez me dire que nous ne sommes pas d'accord? Le peuple béninois, dans son ensemble, en allant voter tel que ça a été le cas, c'est une adhésion, c'est une victoire pour le système. Ça veut dire que les gens ont commencé déjà par accepter, pas faire avec le système partisan. Alors, quand on voit quelques-uns, pour des intérêts inavoués, il faut le reconnaître, aller à suscitation de candidature de Pierre, de Paul, ainsi de suite. Je trouve ça vraiment lamentable. Je dis bien lamentable, surtout si ceux-là sont des gens
qui sont deux partis politiques. Je dis bien qu'ils sont deux partis politiques. Pour reprendre encore la phrase de Jean-Pierre Chevènement, quand vous n'êtes pas d'accord avec votre parti, quand vous n'appréciez pas les objectifs de votre parti, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous démissionnez. Sinon, vous vous taisez, vous vous améliorez. Nous sommes dans le cadre où il faut améliorer. Pourquoi les gens ne voient pas la chose sous l'angle de renforcement du système partisan, de l'amélioration du système partisan? J'aurais bien voulu encore que les gens viennent dire, on peut faire ceci, on peut améliorer dans tel cadre. Mais dire qu'on irait à 6 stations de candidature, s'il vous plaît, M. Kader, nous ne sommes pas à ce niveau, nous sommes dans le cadre de la déclaration de candidature par un parti politique. Ce qui suppose à un moment donné, lorsque le parti vous présente, déclare que vous êtes le candidat, mais ça veut dire qu'un élément important suit, c'est le parrainage. Lorsque je suis indépendant, que j'ai le parrainage. Si vous êtes indépendant, et que j'ai le parrainage. C'est votre droit le plus absolu. On n'a jamais, si vous êtes indépendant, vous avez les parrainages, mais ça veut dire que la loi qui autorise à ce que vous ayez les parrainages, mais qu'est-ce qu'on ira faire? La Sénat dirait non? La Cour constitutionnelle ne va pas dire non non plus. On verra de quoi. De toute façon, une chose est sûre, lorsque vous êtes dans un parti politique, il y a eu des règles qu'on observe, qu'on respecte. Il y a une discipline qu'il faut respecter. Il y a une discipline qu'on respecte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La discipline est la première condition lorsqu'on rentre dans un parti politique. Vous devez vous l'imposer à vous-même, et c'est même ça, c'est l'honnêteté de votre adhésion, Monsieur Kader. Voilà. Jacques Migan, pour progresser dans cet entretien, vous allez nous dire ce que vous pensez de la nomination du ministre Dato, si on peut le dire ici, à la tête du département ministériel des Sports. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai déjà dit ici même, que quand le président Patrice Talon choisit, il ne nous invite pas. Il ne nous dit pas les critères qui l'ont amené à choisir Pierre, à choisir Paul, à choisir Dato, Romeki, à Benossi, ainsi de suite. C'est lui qui prend sa décision. Et quand il met fin au mandat d'un ministre de son gouvernement, il ne nous invite pas non plus. Donc, je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas son conseiller. Je ne suis pas son conseiller. Je sais une chose. Lorsque j'étais aux côtés du général Mathieu Kérékou, je savais un tout petit peu comment les choses se faisaient. Et pour choisir, ce n'est pas au pif que le président et le général Mathieu Kérékou choisissaient. C'est en toute connaissance de cause. Il y avait le côté politique, il y avait le côté technique, il y avait un certain nombre de choses qui entraient en ligne de compte, de critères. Mais donc, ici, vous ne savez pas. Honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas. Parce que c'est du domaine réservé du président de la République. Mais est-ce que l'idéal n'aurait pas été que les partis politiques soient parfois consultés pour de telles nominations, au regard des travaux qui sont abattus tout au long des mois, des semaines, des années, pour maintenir les populations au profit de la gouvernance actuelle? Vous savez, le président... Lorsque vous, le président ABT, vous allez sur le terrain, c'est au profit de la mouvance présidentielle, au profit du président Patrice Talon. Lorsque le président Diogbenou, Mme Christelle Oudanoubo et bien d'autres vont sur le terrain, c'est toujours au profit de l'Union progressiste de renouveau et de la mouvance présidentielle. Alors, n'aurait pas été bien séant que parfois vous soyez consultés pour des nominations, même si parfois ceux qui sont choisis sont membres de vos formations politiques. Et qui vous dit que le président Patrice Talon n'agit pas de la sorte? C'est à vous de nous le dire, mais puisque écoutez, vous êtes membre du bureau politique de ce que je sais, je vous ai dit tout à l'heure que dans son gouvernement, surtout le deuxième mandat qu'il a commencé depuis 2021, il y a des membres, des camarades de mon parti qui sont au gouvernement. Ce qui veut dire que le parti a été consulté pour qu'ils y figurent. Il n'y a pas un seul, on n'en a pas que deux. On a plusieurs. Mais il y en a beaucoup qui étaient au gouvernement avant cette réforme de ces partisans, avant la Constitution. Mais beaucoup demeurent encore au gouvernement depuis 2016, où il était en responsabilité, parce que c'est un parti qui, mon parti par exemple, c'est un parti de gouvernement. Nous œuvrons pour ça. Vous avez la ministre Mme Matisse qui est au gouvernement. Vous avez Mme Zoumarou qui est au gouvernement. Vous avez le ministre d'État qui est au gouvernement. Vous avez Adambi. Donc, voilà, nous avons des ministres au gouvernement pour qu'ils y soient. Ça veut dire qu'ils ont été consultés. Nous avions été consultés. Et puis, ce que vous oubliez, Patrice Talon,
ce n'est pas un homme qui fonctionne à l'aveuglette. Il fonctionne en toute connaissance de cause. Je vous dis que c'est lui qui dira demain, voilà les résultats. Absolument. Absolument. C'est lui c'est le seul responsable de son bilan. Alors, parlons de bilan, nous allons parler de notre bilan. Nous allons, sous le régime de l'ancien président Boni-Yayi, à l'entrée de la ville capitale, celle de Porto Novo, nous avons à la droite, à la descente du pont, un bâtiment, une bâtisse inachevée qui est qualifiée du siège ou du musée de la corruption au Bénin en raison des dizaines de milliards investis qui n'ont jamais abouti à la finalité d'obtenir un siège du Parlement béninois. Les anecdotes de part et d'autre vont bon train, les témoignages vont bon train également. On attend la justice sur le sujet, mais depuis un certain temps, il y a des inquiétudes par rapport à ce qui en est des poursuites judiciaires pour ce qui est de ceux qui sont les auteurs de ce crime-là. Vous, en tant qu'homme de droit, qu'est-ce que vous pensez de ce scandale et en tant qu'acteur, homme de droit et autres, qu'est-ce que vous espérez? Vous savez, tout à l'heure, j'ai emprunté une expression du ministre Chevènement, Georgina Dufoy. Elle était ministre dans le gouvernement de Laurent Fabius. Elle était ministre dans le gouvernement de Laurent Fabius et pour l'histoire du sang contaminé. Et il était question de situer les responsabilités. Et elle disait ceci, je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Alors, ça veut dire quoi? En l'état des choses, on ne dit point que vous avez cité le nom du président Boni-Yayi, qui était le président au moment où on érigeait cet immeuble qui aurait dû servir au siège de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas qu'il est coupable, mais je dis qu'il est responsable. Le premier responsable, c'est le président Boni-Yayi. Il doit en répondre. Et je suis même surpris, je ne vous le cache pas, que jusqu'à ce jour, qu'il ne soit point interpellé par rapport à cette histoire. Il y a deux actions à mener. Deux actions. La première action, M. Kader, c'est la commission que l'Assemblée nationale qui a autorisé la destruction, ce n'est pas le gouvernement du président Patrice Talon, c'est l'Assemblée nationale qui a autorisé la destruction. Il faudrait que les choses soient claires. Les 22 milliards engloutis dans l'eau qui sont partis comme ça du contribuable. Il y a encore des sous qui ont été déboursés pour la destruction. La destruction, paraîtrait-il qu'on doit prévoir 2 milliards pour la destruction. Et quand on résume le tout, ça fait 24 millions. Mais permettez-moi de dire ceci. 24 milliards. 24 milliards. 24 milliards. Permettez-moi, 24 milliards, c'est énorme. Ça fait le budget de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année prochaine. Alors, je ne dis pas que le président Boni-Yayi est responsable, mais il faut qu'il en réponde, il faut qu'il soit interpellé par cette Assemblée nationale qui doit mettre sur pied. Si elle a autorisé la destruction en demandant au gouvernement d'aller à destruction, mais c'est sur quel fondement? Est-ce qu'elle a écouté, est-ce qu'elle a mis sur pied une commission pour écouter tous ceux qui, à un moment donné, ont contribué à ce musée de la corruption? Mais en dehors de l'Assemblée nationale, la justice, elle... J'en viens, M. Kader. La justice, je viendrai là tout à l'heure. Mais parlons d'abord de la commission parlementaire. La commission parlementaire doit écouter tous ceux qui sont, qu'ils soient ministres. Parce que je sais qu'à l'époque, nous avions évoqué le nom du ministre et du président Thomas Boni-Yayi. Il y avait le ministre Noudobessi. Il y avait le ministre des Finances, Lawani. Il y avait tous ces gens-là qui étaient là, il faut les interpeller. Comment ça s'est passé? Il faut interpeller les députés qui étaient là. Il faut chercher à savoir ceux qui, à un moment donné, ont pris de l'argent pour la réalisation de cette infrastructure, qu'ils soient députés, qu'ils soient ministres, qu'ils soient présidents de la République, qu'ils soient membres d'une famille, d'un homme politique. Mais il faut que la commission ad hoc qui sera installée par l'Assemblée nationale les écoute. S'il faut, et s'ils sont à l'Assemblée nationale, l'honneur, la dignité devrait les conduire d'ores et déjà à la démission.
puisque nous les connaissons. Et ceux qui ne seraient même pas à l'Assemblée nationale, qui n'étaient pas ministres, qui n'est pas président de la République, mais qui, à un moment donné, auraient pris l'argent des 22 milliards investis pour rien, il faut qu'eux-mêmes commencent par solliciter leur écoute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont parlait le ministre Donato, c'est la justice. La justice aussi doit prendre ses responsabilités. Je dis bien, la justice doit prendre ses responsabilités puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable. Avec le siège détruit, est-ce qu'il n'y a pas des preuves qui sont détruites avec... Mais avant d'aller à destruction, je crois qu'il y a eu des audits, enfin je dis audits, il y a eu des enquêtes qui ont été menées pour savoir est-ce qu'il ne faut pas aller à destruction. On ne se lève pas et se mettre à détruire. C'est parce qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu des investigations, il y a eu des vérifications qui ont été faites. Alors ces vérifications sont là, des rapports sont là. Mais pour la satisfaction morale oui. des citoyens béninois, n'aurait pas été bien que l'on ait une issue de la procédure judiciaire avant de voir cette destruction? Avant de voir cette destruction, puisque ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Quand le président Patrice Talon est arrivé aux responsabilités en 2016, tout de suite, il n'a pas demandé que l'on l'autorise. Il y a eu un temps qui a été mené pour rassembler toutes les pièces qui doivent servir à ce qui est, soit au niveau de la commission ad hoc de l'Assemblée, soit au niveau de la justice. Alors, ça veut dire qu'il y a eu des rapports qui ont été faits pour savoir est-ce qu'il faut maintenir, est-ce qu'il ne faut pas maintenir. Le président Patrice Talon, je suis heureux qu'il n'ait pas demandé tout de suite, comme les gens le disaient, détruisez, faites ceci, faites cela. J'entends dire qu'il a laissé faire pour montrer de doigt les auteurs de cette abominable corruption. C'est un nid de corruption. Et ça dit, c'est l'exemple même de ce qu'on appelle la corruption au Bénin. Et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, qu'ils soient président de la République, qu'ils soient députés à l'Assemblée nationale, qu'ils soient ministres, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient simples béninois, mais il faut qu'ils rendent compte, monsieur Kader. Il faut les interpeller. Il faut les interpeller. Quand je les vois pavaner aujourd'hui, vous imaginez ce que ça veut dire, 24 milliards, 22 milliards jetés à l'eau. Et puis, je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez que c'est dommage qu'on ait pu réaliser à ce niveau-là. Je me rappelle, en 2000, quand j'étais encore avec le président, le général Mathieu Kérékou, je me rappelle, les sages venaient le voir, accompagnés par leur président, paix à son âme, M. Salomon Biokou, pour solliciter le général afin qu'on puisse avoir le long de la berge des immeubles de l'État, dont le siège de l'Assemblée nationale. Quand le président, le général les avait reçus, il m'a appelé pour savoir est-ce qu'on peut ériger, qu'est-ce que j'en pense. C'était la question, qu'est-ce que j'en pense. J'ai dit au général à l'époque, on ne peut pas ériger à ce niveau-là un tel immeuble au bord de l'eau. Ce n'est pas possible. Si nous devons ériger au bord de l'eau un tel édifice, ça veut dire qu'il faut prévoir le triple peut-être de ce qu'on devrait prévoir pour la construction du siège lui-même. Or, on parle de 22 milliards. Ça veut dire que pour que cela puisse se faire, comme les Hollandais savent le faire, les Pays-Bas savent le faire, il faut encore des milliards pour la fondation. Mais on a fait les choses avec beaucoup de légèreté. Donc moi, j'avais dit en son temps au général, c'est pas possible. Et le 11 novembre 2008, lorsque le président Boni Aye est arrivé à Porte-Novo, j'étais sur les lieux. Le jour où il a déposé ou lancé les constructions, en tout cas, lancé les travaux. Après cela, il est arrivé à mon niveau. J'étais dans la foule. Et il m'a demandé, mais comment vous allez? Comment ça se passe? Et qu'il disait ceci, j'ai voulu lancer les travaux. Une première fois, ça n'a pu se faire parce qu'il y avait la pluie. Une deuxième fois, la pluie. Une troisième fois, la pluie. C'est à quoi que vous ne voulez pas de ce siège? Je lui ai dit, monsieur le président, le lieu n'est pas indiqué parce que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on bâtisse à ce niveau-là un édifice dans ces conditions-là. Je le vois comme si c'est encore aujourd'hui, c'était vers 16 heures. C'était le 11
novembre 2008, lorsqu'il était à Porte-Nouveau. Quand il y avait la pluie, c'est à croire que les man n'en voulaient pas. Mais ils l'ont fait. Ils avaient leur raison. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient détourner comme ils savent le faire au Bénin. Ils ont détourné 22 milliards. Il faut qu'ils en répondent. Et ils doivent en répondre. Parce qu'on ne va pas laisser passer cette histoire, M. Kader. Chacun dira ce qu'il en est et chacun prendra ses responsabilités. Je dis encore, ils ne sont pas encore coupables, mais ils sont responsables les uns et les autres. Qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient députés. Si tel est qu'il y a des députés qui seraient aujourd'hui à l'Assemblée nationale impliqués dans cette histoire, il faut qu'ils commencent à prendre leurs responsabilités. Et je suis prêt à en débattre avec qui le souhaiterait sur un plateau de télévision. Parce que j'ai enfin un certain nombre d'éléments, les gens sont prêts à en débattre, ceux qui le savent. Je dis encore, et je ne dis pas qu'ils sont coupables, mais ils sont responsables. Et j'ai rappelé la formule de Mme Georgina Dufoy, ministre française en charge de la santé dans l'affaire du sang contaminé, qui disait ceci: dans cette histoire de sang contaminé, je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. Et le Premier ministre d'alors, Laurent Fabius, avait dit la même chose. Il était cité devant la commission de l'Assemblée nationale, devant la Haute Cour de justice. Et il avait tout le temps dit qu'il n'était pas coupable, mais responsable. Mais au finish, ils ont été innocentés parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'affaire du sang contaminé en France. Alors moi, je dis ceci. En ce qui concerne mon pays, le Bénin, j'aimerais bien que nous écoutions, que nous sachions. On ne va pas balayer ça de revers de main. La justice prend ses responsabilités, l'Assemblée prend la sienne en ce qui concerne la mise sur pied d'une commission ad hoc. Voilà ce que je peux vous dire, M. Kader. Alors, lorsque vous parlez de l'interpellation des uns et des autres, est-ce que, par rapport à l'interpellation de l'ancien président Boni-Yayi, est-ce que les gens ne vont pas y voir une machination politique? Est-ce que les gens ne vont pas y voir des règlements de compte politiques, surtout que l'on sait que dans les mois à venir, de grands rendez-vous politiques majeurs pointent à l'horizon? Écoutez, M. Kader, en quoi cela pourrait poser de tels problèmes? Mais nous sommes devant une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. On assume ses responsabilités. Personne ne dit que le président, je ne dis pas, et personne ne dit, point non plus, que le président Boni-Yayi est coupable. On dit qu'il est responsable. Vous savez ce qu'on appelle une responsabilité? C'est-à-dire qu'au moment des faits, vous étiez là. Et moi, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de M. Fabius. Donc vous serez prêt que l'on interpelle Boni-Yayi? Écoutez. Vous êtes prêt? Ce n'est pas une question de je suis prêt. Il doit. Je vous ai parlé du cas du... Il doit être interpellé. Mais, M. Kader. Donc, attends, il y a un statut réservé à quelqu'un lorsque quelque chose se passe dans ce pays. Je n'arrive pas à comprendre. Je vous ai donné le cas de M. Fabius. Il était Premier ministre au moment de cette affaire du sang contaminé. Mais il a été interpellé. Il a répondu. Et devant la Haute Cour de justice, française, je crois que c'est de cette manière qu'on l'appelle, et il a été entendu au niveau de la commission de l'Assemblée nationale. Le problème ne se situe pas au niveau du statut. Mais quand vous prenez Sarkozy aujourd'hui, c'est un ancien président. Et il a été déjà condamné, et en première instance, et en cause d'appel. Et il a encore des dossiers qui vont être évoqués le mois prochain. En quoi le statut de président de la République vous honore, d'ancien président vous honore de vous présenter devant une juridiction ou devant une instance juridictionnelle ou encore devant une commission? Alors attendez, il faut que nous clarifions les choses. Ce n'est pas le président Boni-Yayi intitulé personné. C'est le président Boni-Yayi, président, ancien président de la République. C'est le ministre en tant qu'ancien ministre. C'est le député en tant qu'ancien député. Escalité, si vous préférez. On ne touche pas à la personnalité intitulée personnelle de la personne. C'est parce qu'à un moment donné, la personne dont il s'agit a accompli une mission régalienne. Ou encore, n'a pas accompli une mission régalienne, mais s'est mêlé à cette corruption. Donc il faut les interpeller. En quoi cela dérangerait l'ordre normal des choses aujourd'hui en République du Bénin? L'ordre normal sur le plan politique.
Puisque lorsque vous posiez un acte de ce genre, vous devez vous attendre à ses conséquences. Je ne sais pas comment cela pourrait se... Je n'en vois même pas. Et je viens de vous donner l'exemple du président Sarkozy. Il est ancien président de la République, M. Kader. Est-ce qu'il n'est pas inquiété dans moult dossiers aujourd'hui? Il a été condamné, comme Juppé a été condamné, comme Jacques Chirac en son temps a été condamné. Et pourquoi nous voulons tout le temps dire ancien président, ancien ceci? On vous aura compris, Jacques Mégan. Nous allons progresser, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Je m'en voudrais, puisque je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, la crise politique que traverse le Niger. D'aucuns estiment que le Bénin a une posture pas du tout adéquate. Lorsque l'on regarde un peu le Nigeria, on estime que la frontière n'est pas totalement fermée de ce côté-là. Lorsqu'on se base sur le fait que les États n'ont que des intérêts et non d'amis, alors on se pose la question de savoir pourquoi le Bénin a toujours sa frontière fermée avec le Niger au regard des pertes colossales enregistrées au niveau du port autonome de Cotonou. Monsieur Kader, à moins que nous ne soyons point dans le même pays, je dis bien à moins que nous ne soyons point dans le même pays, au temps fort de la Covid-19, s'il existe un pays au monde qui n'aurait point fermé sa frontière, c'est encore le Bénin. Et il vous souviendra, tout récemment encore, lorsqu'il a été question de faire passer par cette même frontière bénino-nigérienne des camions dans l'intérêt des Nigériens et des Nigériennes, c'est le gouvernement présidé par M. Abdulrahman Tchiani qui a dit non. Ce n'est pas mon pays. Et je voudrais que les gens le sachent. Je dis bien, au temps fort de la Covid-19, les frontières étaient ouvertes. A fortiori aujourd'hui. Et le Bénin a demandé, et le ministre en charge des Affaires étrangères l'a rappelé, la frontière béninoise. Mais elle est là, elle est ouverte. En ce qui concerne l'entrée sur le territoire du Niger à partir du Bénin. Mais qui a fermé? Est-ce que c'est le Bénin? Non, ce n'est pas mon pays. Je dis bien, ce n'est pas mon pays. Donc il faudrait que nous cessions de dire, comme je l'entends sur les réseaux, ou bien pas certains, qui disent le Bénin a fermé. Le Bénin a fermé. Mais pourquoi ils ne disent pas que le Niger ne veut pas laisser entrer sur son territoire les camions qui doivent aller sur le territoire nigérien, Monsieur Kader? Mon pays a ouvert, mon pays est demeuré toujours dans cette optique que le ministre en charge des Affaires étrangères, M. Bakary, l'a dit tout récemment encore. L'ONU a envoyé, a voulu que qu'il y ait même un corridor pour que ça puisse servir sur le plan de l'alimentation, sur le plan médical, un certain nombre de choses. Mais si le président nigérien refuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis je vais vous dire ceci. Il faudrait que nous sachions une chose. Nous sommes deux pays frères. Nous sommes, comme on le dit, la langue et les dents. On se battrait, mais on se retrouvera. Et nous allons demeurer toujours ensemble, et le Niger et le Bénin. Non, il ne faut pas que les gens rentrent dans des considérations. Alors, quelles sont vos espérances pour conclure par rapport à vos espérances sur une issue favorable à un dénouement de crise? Est-ce que vous connaissez le président Patrice Talon? Je dis bien, c'est un homme épris fondamentalement de paix. Je dis bien, un homme épris fondamentalement de paix. Et c'est un homme qui a compris que pour qu'on puisse prospérer, vivre en paix, il faut vivre en sérénité. Et pour que les affaires marchent, il faut la paix. Et qui avait le 26 juillet 2023, lorsqu'il y a eu cette prise d'otage, M. Kader, demandé à aller en médiation, ce n'était pas le président Patrice Talon? Il allait en guerre? Est-ce qu'il n'a jamais été question de guerre? Qui parle de guerre? Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça lamentable que des Béninois osent dire le Bénin va aller en guerre contre le Niger. Quelle guerre? De quelle guerre parle-t-il? On parle de diplomatie, on parle de médiation, et on parle de guerre. De quelle guerre? Quand Patrice Talon, le 26 juillet, lorsque la prise d'otage a eu lieu, quand il devrait aller avec le président de Guinée-Bissau,
C'était pour aller faire la guerre? Est-ce que ce n'est... Alors que non, il faudrait que nous arrêtions et que nous comprenions que si nous devions prospérer, nous avions besoin de tout, des uns et des autres. Le Bénin a besoin du Niger, le Niger a besoin du Bénin, le Bénin a besoin du Togo, le Togo a besoin du Bénin, ainsi de suite. Parce que nous ne pouvons pas évoluer en autarcie. Personne. Ouais, on ne peut pas évoluer en autarcie. Jacques Migan, nous sommes à la fin de cet entretien. Le rituel, vous le connaissez assez bien. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à ces amis internautes qui ont bien suivi cet entretien, à vos militants et sympathisants qui ont bien voulu suivre cette sortie médiatique. Non, ce que je tiens à dire, lorsque vous êtes dans un gouvernement, Monsieur Kader, comme dirait quelqu'un, pour ne pas le citer, Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule, un ministre, ça démissionne. L'heure n'est pas à la suscitation de candidature, et si tel est qu'on doit aller à suscitation de candidature, je préfère encore qu'on emprunte le manteau pour aller sur le terrain dans le cadre de l'animation de la vie politique, pour vulgariser les actions, les réalisations, les réformes magnifiques qui s'opèrent devant nous par le président Patrice Talon et son gouvernement. Je crois, et je le dis encore avec force, aujourd'hui, mon pays n'est pas dans une posture de va-t-en-guerre contre aucun autre pays. Aucun autre pays. Le président Patrice Talon a compris que pour gagner le développement, il faut la paix. En ce qui concerne le siège de l'Assemblée nationale qui est en train d'être détruit aujourd'hui, c'est tout simple. Je ne dis pas que quelqu'un est coupable, mais tout simplement, il faut situer les responsabilités. Et pour situer les responsabilités, M. Kader, il faudrait demander à tous ceux qui, hier, ont participé, contribué à ce musée de la corruption, y compris le président Bouniaï, ses ministres Lawani, des Finances, le ministre en charge de l'habitation ou de l'habitat de l'époque, monsieur, j'oublie son nom, les députés qui y étaient, qui seraient aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale, voient ceux qui étaient des membres de leur famille qui ont pris des marchés. Il faudrait qu'ils viennent en répondre. Donc je crois que, et en ce qui concerne le Niger, la paix et la paix. Merci à vous, Jacques Migan. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité interrogé sur la démission du ministre Oswald Meki a dit qu'il n'est pas surpris. Cela s'inspirant des propos qui ont été tenus par le passé par le ministre en question. Il a salué au cours de cet entretien l'effectivité de la réforme du système partisan qu'il a défendue tout au long de cet entretien. Pour lui, c'est inadmissible que de tels propos viennent d'un ministre du gouvernement, membre d'un parti politique. Il a argumenté cette phrase tout au long de cet entretien. Il souhaite que ceux qui suscitent la candidature de Olivier Bokor et autres vulgarisent les réalisations et actions du président Patrice Talon et celles de son gouvernement. Il a eu à reconnaître au cours de ses propos que l'Union progressiste de renouveau est le premier parti politique au Bénin. Lors de ces propos aussi, on peut retenir que Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, est un excellent ministre, une compétence avérée. Jacques Migan a dit aussi de belles choses à l'endroit de Aurélie Adam-Soulé-Zoumarou, de Samsedou Adambi et de Mathis Adiat, tous également ministres du parti politique Bloc républicain. Il a fait savoir au cours de ses propos également qu'il a été très heureux d'apprendre la nomination de Yvon Détienou à la tête du ministère de la Justice et de la Législation en tant que garde des Sceaux. Il est très heureux car pour lui, cette nomination tient compte des compétences que représente l'actuel garde des Sceaux qui a fait beaucoup de choses déjà avant sa nomination pour le secteur judiciaire, notamment quand il était au barreau du Bénin, également au profit des barreaux de la sous-région. Et en entrant en politique, on n'entre pas en politique pour marchander son soutien, mais par conviction, a tenu à défendre sur ce plateau Jacques Migan. Il a fait savoir que avec le temps, les partis politiques Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain iront à fusion. Il a
argumenté cette opinion dans ce sens-là et il a fait savoir qu'en attendant, le Bloc républicain va damer le pignon à l'Union progressiste, le renouveau. Il trouve lamentable les appels à candidature, les successions de candidatures qui se font montre de part et d'autre. Pour lui, il faut respecter la discipline de groupe qui est imposée au sein de la mouvance présidentielle à travers les formations politiques les plus emblématiques. Interrogé sur la démolition du siège de l'Assemblée nationale, la polémique, il a fait savoir que l'ancien président Thomas Boniaï est le premier responsable et doit être interpellé sur la question. Il précise que c'est l'Assemblée nationale qui a autorisé la destruction du dit bâtiment. Il invite la commission ad hoc parlementaire à interpeller tous les acteurs sans exception aucune, sans aucune considération d'ailleurs. Il a eu à partager avec nous quelques anecdotes qu'il a eues avec l'ancien président Boniaï, également avec le feu général Mathieu Kérékou. Ils ne sont pas encore coupables, mais ils sont responsables, à marteler tout au long de cet entretien Jacques Mégan sur le dossier de l'Assemblée nationale, notamment l'ancien président Boniaï, les ministres qui étaient là au moment des faits, également les députés qui ont été des acteurs passifs ou actifs dans ce dossier, y compris aussi les Béninois lambda. Il a eu en fin d'émission à justifier la position du Bénin par rapport à la crise nigérienne et il a fait savoir que Patrice Talon, le président de la République du Bénin, était fondamentalement épris de paix. Il a eu à rappeler un peu les premières démarches que le président de la République avait eu à effectuer dans le cadre de la crise nigérienne pour un règlement pacifique. Et pour lui, à l'en croire et à l'entendre, le président béninois reste ouvert pour un dénouement de situation pacifique le plus rapide. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Absolument, M. Kader. Merci une fois encore à vous, Jacques Mégan. Je rappelle que vous êtes bâtonnier, vous êtes ancien bâtonnier, on le demeure à vie, vous êtes ancien bâtonnier, vous êtes acteur politique et membre du bureau politique du Parti politique Bloc républicain. Merci à vous pour ce moment d'entretien et d'échange. Merci à vous, chers amis internautes. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, à Tifon Lafa pour le JT des JT.